Toujours en direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, nous parlons des transformations du monde et on va parler de désindustrialisation et de réindustrialisation avec mon invité Nicolas Dufourcq, le directeur général de BPI France. Bonjour. Bonjour Nicolas. Philippe. Merci de venir sur ce plateau. C'est important que vous veniez parce que vous venez de publier un livre qui ponctue presque 10 ans, puisqu'on en parlait, Ouais. nomination en 2012 à la tête de la Banque publique d'investissement, décembre, alors on dira si c'est 2022-2023, en tout cas c'est la 10e année d'action au service de l'industrie française et de l'économie française avec cette banque publique, dont on peut rappeler qu'évidemment elle est publique, elle est en grande partie État et Caisse des dépôts, mais c'est une banque de plein exercice, une vraie banque, et pas simplement la Caisse des dépôts. Et vous avez publié un livre qui s'appelle « La désindustrialisation de la France » chez Odile Jacob, qui raconte un peu, non pas ces 10 ans, parce que ces 10 ans, c'était plutôt pour essayer d'enrayer un coup qui était parti bien avant, et qui est celui du déclin, du drame industriel d'une France que vous racontez en fait de façon à la fois très imagée et assez sévère sur ceux qui nous ont précédés, qui vous ont précédés. Est-ce qu'on a abandonné notre industrie au tournant des années 2000, au moment où les Allemands faisaient exactement le contraire? Est-ce qu'on a fait preuve, non pas seulement de douce négligence, mais presque de crimes contre l'industrie? Écoutez, on l'a fait sans le verbaliser. C'était non-verbal, mais ça s'est fait. Et pour réussir cette performance quand même terrible et dramatique... On peut rappeler les chiffres, on est passé de 20 à peu près à 10, 12. On a divisé, oui, grosso par modo. Alors sur une longue durée, on est passé de 20 à 10, oui, on a divisé par 2. Mais sur cette période 95-2015, on a perdu pratiquement la moitié de nos emplois, quoi. Bon. Et donc, comment est-ce qu'on réussit une performance, contre-performance aussi tragique? En fait, il faut que toute la société s'y mette. C'est ça que je dis dans le livre. Une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on a tant tardé, je pense, à raconter cette histoire, c'est que on en était toujours à vouloir chercher le coupable. Un ou peut-être deux. Et de concentrer la flèche. La vérité, c'est que... Un peu comme au Cluedo, c'est ça. Voilà, et c'est pas du tout le Cluedo, c'est toute la société française qui l'a décidé. Sans se le dire, mais qui l'a fait quand même. Tout le monde a les empreintes digitales sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on est une société de services tertiaire, voilà. avec des emplois. L'industrie, c'était pas à la mode, et c'est des emplois pénibles, trop durs. Il faut se souvenir qu'il y avait un chômage de masse et que le consensus s'est construit sur deux choses. L'idée que les emplois seraient dans les services, d'une part, et que d'autre part, les emplois viendraient du partage du travail. Ça a commencé à la fin des années 90. Ensuite, on s'est convaincu que l'industrie était aliénante, que c'était le passé, que c'était Zola. La campagne de com, d'ailleurs globale, sur l'industrie est devenue extraordinairement et constamment négative. Et par conséquent, les familles ont cessé de dire à leurs enfants d'aller dans l'industrie, les écoles d'ingénieurs ont envoyé leurs élèves dans les cabinets de conseil et dans les banques. Les syndicats, à l'époque, soit, on va se le dire quand même, dans certaines filières, dévoyaient la philosophie qui n'était pas mauvaise des lois Auroux, en rendant le dialogue social extraordinairement conflictuel, avec un prurit de lutte des classes qui était tout à fait destructeur, notamment dans des PME qui n'étaient pas du tout prêtes à ça, ou des entreprises qui se sont mises à avoir réellement peur des délégués syndicaux. Les fédérations professionnelles n'ont pas fait remonter la souffrance. Il y avait une immense souffrance des patrons de PME qui sont entrés en fait en dépression, on va se le dire, au tournant des années 2000, 2001, 2002. La loi sur les 35 heures jouant d'ailleurs un rôle psychologique fondamental. Alors depuis, elle a été absorbée, mais à l'époque, quand elle est tombée verticalement, c'est d'ailleurs probablement la dernière fois que l'État est intervenu en cisaillant le social verticalement, comme ça, en l'incisant. Au point d'ailleurs qu'il avait conduit de façon très paradoxale les partenaires sociaux à envisager une refondation sociale eux-mêmes. Alors, pas forcément pour remettre en cause les 35 heures, mais pour dire à l'État, laissez-nous nous mêler de nos affaires. Oui, mais les partenaires sociaux eux-mêmes, à l'époque, auraient pu tirer la sonnette d'alarme en disant voilà ce qui va se passer si on continue comme ça. Le MEDEF disait un peu tout le monde ne chose pas du 35, mais il était lui-même divisé sur ce sujet des 35 heures. En fait, il y avait des aides. Il y a eu. Est-ce qu'on n'a pas finalement un petit peu, comment dire, c'était intoxiqué, comme une drogue, quoi. C'était une forme d'intoxication générale à l'idée que l'État donne des aides pour des emplois bas salaires, et on s'est habitué à l'idée d'avoir une économie de bas salaire plutôt qu'une économie comme l'Allemagne l'a fait, à forte valeur ajoutée, et notamment grâce à ces emplois industriels qui sont souvent mieux payés que le SMIC. En fait, pas tout à fait, parce que
La France avait vécu la désinflation compétitive qui s'est arrêtée grosso modo en 1997. Elle a duré 10 ans, 87-97, et elle a été très efficace. Parce que la France était très compétitive à la fin des années 90. Plus que l'Allemagne, c'est vrai. Elle l'était plus que l'Allemagne, et donc la France d'ailleurs était dans l'orgueil d'avoir enfin rattrapé l'Allemagne. L'Allemagne allait mal, la France allait bien, et donc tout allait bien. Voilà. Sauf que elle s'est arrêtée, la désinflation compétitive. La Banque de France a pris son indépendance à ce moment-là, donc les taux d'intérêt sont montés parce qu'il fallait tenir le franc fort au moment où on allait passer à l'euro. Ça a commencé à étrangler les PME. Et puis, allant vers l'euro, le monde syndicalo-socialo-politique, on va dire, cette bulle qui gère l'État-providence, est redevenu keynésien, avec des politiques d'augmentation de salaire dans la fonction publique et dans le privé, qui ont enlevé très rapidement une partie de sa compétitivité à la France, d'autant plus que l'Allemagne, à ce moment-là, commençait sa propre réforme, et révolution même, de stabilisation des salaires qui a duré de grosso modo 97 jusqu'à la création du SMIC en 2014. Pour absorber la réunification. Pour absorber la réunification. Et donc l'écart a commencé à se creuser sans qu'on le voit au début. On s'est dit ça va durer 1 an, 2 ans, et puis 3 ans, puis 4 ans. Mais ça a duré 97-2014, ça a duré 19 ans. Donc pendant 19 ans, l'Allemagne, les salaires sont relativement stables. Comme ils sont stables, le prix de l'immobilier ne croît pas. Et on est dans une économie à bas coût. Face à ça, la seule solution, c'était quand même de baisser les charges sociales sur les bas salaires. Mais il aurait fallu le faire encore beaucoup plus tôt. Et là, la gauche a lutté, mais pied à pied pour l'empêcher, parce que les salaires financent la Sécu. On peut le comprendre d'ailleurs. Et donc on a fait une première mesure de réduction des charges sociales sur les très bas salaires jusqu'à 1,6 SMIC. Il a fallu ensuite attendre le rapport Gallois, donc en 2012, pour faire la deuxième grande étape qui a rétabli la compétitivité salariale. Alors est-ce que justement ce 2012, c'est l'année de la création de BPI France, de la Banque publique d'investissement, est-ce que c'est l'année du réveil ou est-ce qu'il a fallu, malgré la création de BPI France, encore quelques années pour que le malade se rende compte de sa maladie? C'est là où, en fait, ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est une histoire intellectuelle de la France des années 2000. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, les premières années, c'est l'Internet, c'est la croissance, ça va plutôt bien. Effectivement, les services explosent. Les PME meurent, mais on ne le voit pas, on ne les entend pas. Il y a une mort silencieuse, personne n'en parle. Un peu comme les agriculteurs qui disparaissent un peu comme, voilà, exactement. Et la dépression nerveuse des entrepreneurs de l'industrie, on ne l'entend pas. Tout le monde part à l'étranger. Les grands groupes foncent vers l'étranger et abandonnent leur filière nationale, ou leur demandent de partir, leur demandent littéralement de quitter la France. On n'en parle pas à Paris, personne. Et puis arrive la crise des subprimes, 2008-2009. Et là, pour la première fois, un secteur emblématique qui jusqu'ici se comportait encore plutôt pas si mal, l'automobile, tombe en crise. Et c'est ça qui est très intéressant dans l'histoire intellectuelle, c'est que quand vous avez un secteur qui est un secteur totémique, comme le secteur automobile, qui lui va mal, alors là ça réveille tout le monde. Et c'est là que ça a réveillé le Parti socialiste. Alors ça a réveillé évidemment le gouvernement, c'était Sarkozy à l'époque, qui a commencé à lancer un certain nombre d'initiatives de prêts sans garantie pour le secteur de l'automobile, qui a créé un premier fonds d'investissement pour sauver les PME automobiles, le fonds de modernisation des équipementiers automobiles. Et le Parti socialiste a dit il faut que nous on fasse quelque chose, parce que c'est notre base politique l'automobile. Et c'est là qu'en 2010, Bachelet et Michel Sapin, Guillaume Bachelet et Michel Sapin, ont commencé à réfléchir à ce que pourrait être une banque publique d'investissement. 2010. Puis c'est devenu le programme du Parti socialiste en 2011. Sarkozy avait créé le Fonds stratégique d'investissement, mais qui n'était pas exactement le Fonds stratégique d'investissement, il répondait à une autre logique qui était on a perdu Péchinet, plus jamais ça. C'était plus garder nos pépites. Quoi. Voilà, on a perdu Péchinet, on a perdu Lafarge. C'était pas la même logique. Plus jamais ça, il faut ancrer les grands groupes. On crée le FSI. On va faire aussi des grosses ETI industrielles pour les ancrer en France. Mais ce n'était pas tout le tissu de la PME territoriale. Et voilà. Et donc, c'est comme ça qu'est née l'idée de la BPI. Donc, 2012, rapport Gallois, et 1er janvier 2013, vote de la loi qui crée la BPI. Et effectivement, la BPI est la conséquence de la dénaturisation. Et d'ailleurs, 60% de nos investissements fonds propres sont dans l'industrie, et 25% de nos crédits, alors que l'industrie, c'est 10% du PIB. Donc c'est une énorme banque de l'industrie, la BPI. Il se trouve qu'à partir du printemps 2013, explose la French Tech, avec les pigeons, la tech, machin. Et donc, évidemment, on le fait aussi. Mais c'est ça qui prend la lumière. Et donc on dit la BPI, c'est la banque de l'inno. C'est la banque de la French Tech. Mais en fait, c'est la banque de l'industrie et des territoires. On a toujours été une énorme banque de l'industrie. C'est vrai que vous avez lancé beaucoup d'initiatives dans les territoires. Il y a
Big, un événement assez incroyable qui réunit les entrepreneurs de toute la Alors France. Big, pourquoi est-ce qu'on a fait Big? Donc c'est le 6 octobre, j'invite tout le monde à venir. Ah oui, bien Mais sûr, maintenant, la on a, prochaine édition. on a une tournée en France, ça s'appelle le Big Tour. Voilà, ce Tour de France. 35 étapes, donc on était à Biscarrosse hier. On fait 170 événements physiques par an. Hein. On les fait même à l'étranger, puisque lundi dernier, j'étais à Casablanca pour faire un Big marocain, avec les entrepreneurs français et marocains. On a fait ça à l'origine, quand on a lancé Big en 2013, pour traiter la dépression. Mais j'ai un souvenir, vous aviez une campagne de publicité assez agressive. Il y en a eu plein. J'en ai souvenir d'une que je trouvais assez drôle. C'est vous, entrepreneurs, vous envoyez du bois, nous envoyons du blé. C'est ça. Ça me faisait penser, mais pardon de le dire, au Crédit Lyonnais qui disait le pouvoir de dire oui. Oui. Et en fait, c'était pas ça l'esprit, parce que le pouvoir de dire oui, c'était on prend n'importe qui. Vous étiez plutôt ciblé sur ces entrepreneurs qui voulaient justement relancer, redémarrer l'industrie française, qui est un peu des héros quand même, des gens qui y croyaient encore. Et mais pas tant que ça. Exactement. Moi, quand je suis arrivé, je me suis avoir dit sur une antenne qu'il fallait traiter le dragon de l'amertume française. Parce que l'hiver 2012-2013 était un hiver d'une mélancolie, d'une tristesse, vraiment, c'était dark, quoi. Et les entrepreneurs étaient dans l'impossibilité catégorique d'investir parce qu'il n'y avait plus aucun désir. Hein. Et j'ai toujours tout de suite considéré qu'il fallait que la banque devienne une psychobanque. Hein, et qu'elle revienne sur l'essentiel, c'est-à-dire le rôle d'un banquier, c'est de susciter le désir d'investir, et puis ensuite d'accompagner, de dire à l'écrivain, tu vas écrire ton nouveau manuscrit, tu peux le faire, t'es fort. Est-ce que vous avez pu le faire aussi parce que vous aviez cette particularité de banque publique d'investissement, d'avoir un rendement peut-être sur fonds propres un petit peu plus raisonnable que ce qui pouvait être exigé ailleurs, qui vous a permis, tout en restant bien sûr dans la logique de rentabilité, de faire ce que les autres ne pouvaient pas, ne voulaient pas ou ne savaient pas faire? Alors évidemment, on a des outils qui nous donnent une marge de liberté. Hein. On est une banque régulée par la Banque Centrale Européenne comme la BNP. Il n'y a aucune différence, on a les mêmes contraintes, etc. Simplement, on a beaucoup de fonds propres. On a été très bien doté en fonds propres. Et donc on peut investir beaucoup. Et par ailleurs, on fait beaucoup de prêts qui sont des prêts sans garantie. Et donc on ne prend aucune garantie sur le patrimoine de l'entrepreneur, ce que les banques privées ne peuvent pas faire. Hein. Et on peut faire ça parce que l'État nous rembourse une partie du risque que nous prenons. Une fois qu'on a ces deux libertés-là, effectivement, on peut foncer en disant on y va, allez-y. Envoyez-nous vos projets. Dites-nous quels sont vos fantasmes. On va se glisser dans vos fantasmes. Ça, on peut toujours d'ailleurs. Alors, un élément quand même important. Mais ceci dit, on gagne beaucoup d'argent. Bien sûr, non, mais tant mieux après tout. Le résultat net de BPI France en 2021, c'est 1,8 milliard. Hein. Voilà, mais donc le rendement des capitaux est... Combien ? Il est quand même très élevé. C'est-à-dire qu'au total... alors, 6 sur le crédit, on fait 4%. 4% sur le crédit. Mais vous demanderiez aux grandes banques privées françaises quel est le rendement sur capitaux propres du crédit aux PME, ETI et entreprises françaises. Ne donne pas. Je ne suis pas sûr qu'il serait très, très supérieur à ça, hein, honnêtement. Et puis, sur nos investissements en fonds propres, hein, en capital risque, on rend 1,7 fois. Et en capital développement PME aussi. Donc c'est bon. Alors, la BPI, vous dites, a mené son action depuis 10 ans, mais le mal était fait. Et quand on regarde le mal, il est également politique. Quand on voit les élections qui viennent d'avoir lieu, qui ont quand même donné un sacré coup de chaud, on voit bien que toutes ces zones désindustrialisées, aujourd'hui, elles ont laissé un peu beaucoup la place aux extrêmes, que ce soit extrême droite, extrême gauche, d'un sentiment d'abandon social, d'abandon, parce que quand l'industrie n'est pas là, plus rien ne va en fait. Tout disparaît, les services publics, le sentiment qu'on s'occupe des gens. Et est-ce que il est trop tard? Là, on parle aujourd'hui de réindustrialiser le pays. On a un peu commencé. Vous avez le sentiment que est-ce qu'on peut éviter que ça s'aggrave, que le mal s'aggrave encore et qu'on peut retourner la situation? Il y a beaucoup de choses à dire dans cette affaire. On peut réindustrialiser, mais il faut que tout le monde s'y mette. L'industrie, c'est un contrat social. C'est ça que les Allemands, les Suisses, les Danois, les Néerlandais, les Suédois nous disent. Tout le monde, ça veut dire vous, les médias, les syndicats, l'éducation nationale, les familles, les écoles de commerce et d'ingénieurs, les administrations locales, les banques, l'État central avec les grandes politiques et par conséquent le Parlement, tout le monde. Si tout le monde s'y met, c'est cohérent, on fait remonter des usines. Le plan de BPI France, c'est de faire remonter 100 usines par an. Et pour l'instant, on va y arriver, hein, notamment parce qu'il y a une explosion d'innovation technologique dans les objets complexes qui doivent être ensuite usinés et fabriqués. Et enfin, pour la première fois depuis très longtemps, quand on se pose la question de savoir où on pourrait produire, la France
est une possibilité. Avant, on disait jamais. On disait, bon, on va faire ça ailleurs, hein. La France est finie. C'est terminé, ça. Maintenant, on dit, pourquoi pas la France? Et on regarde comment on peut faire. Et en fait, dans un grand parce qu'on a quand même levé un certain nombre de goulets d'étranglement ou de leviers, la fiscalité, les charges sociales, la compétitivité du métier. Bien sûr, les friches industrielles, le coût du travail, etc. Bon, il y a encore beaucoup de choses à régler. Il y a un énorme problème de formation. Il y a un problème d'attractivité de l'industrie. C'est pour ça qu'on a lancé le mouvement de la French Fab, comme la French Tech, le coq bleu. Il faut vraiment donner envie à nos jeunes ingénieurs d'aller bosser dans l'industrie. Il y a, avec la conviction qu'on a, qu'il y a une énorme proportion de la société française qui n'est pas faite pour travailler toute sa vie devant un écran avec une souris. C'est des gens qui ont besoin d'avoir une expérience cognitive complète. Il y a peut-être autre chose, c'est que l'industrie dont vous parliez, alors qui a disparu et qui reviendra, c'est pas la même qui va aujourd'hui réindustrialiser la France. C'est beaucoup plus technologique. Ouais. On parle de l'industrie 2, 3, 4, 5.0, je sais pas combien de zéros on va rajouter, mais c'est très digitalisé. C'est très digitalisé. Ça veut dire peut-être moins d'emplois, mais des emplois à plus forte valeur ajoutée. C'est ça. Oui, c'est ça. La réindustrialisation ne réglera pas le problème du plein emploi en France. On ne va pas recréer tous les emplois perdus. L'industrie, elle est devenue très automatisée. J'ai reçu l'autre jour un petit film de promotion d'une PME de 14 millions d'euros de chiffre d'affaires, 45 salariés en Vendée. Le film est incroyable. On a l'impression que c'est une entreprise de semi-conducteurs. C'est entièrement blanc, c'est d'une pureté totale, il n'y a pas un brin de poussière, c'est ça, l'industrie moderne. Moi, ce que j'ai trouvé de tout à fait fascinant dans votre livre, j'ai pas tout lu, mais j'invite tous les lecteurs de la Tribune à lire Nicolas Dufourcq sur ce point-là, c'est qu'il y a énormément de témoignages d'entrepreneurs que vous avez, visiblement de dossiers que vous avez bien vus et bien connus vous-même. Qu'est-ce que si vous en aviez un ou deux peut-être à faire partager en conclusion, qui redonnent le PEPS et la pêche que vous avez déjà essayé d'instiller? Il y en a plein. C'est vraiment, d'ailleurs, ça permet de rendre hommage à ces gens-là qui sont le sel de la terre. Hein. Ils sont extraordinaires. C'est les héros français. C'est pour ça les héros de l'industrie. Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. C'est pas la Tribune qu'on vous dira le contraire. C'est pour ça qu'on est si content de les montrer, de les mettre en valeur. Et j'en prends un. Prenez Joseph Puzeau de l'entreprise qui s'appelle Axon Cap, qui est à Montmirail. Montmirail, c'est vraiment, d'ailleurs, c'est dans la ceinture de la désindustrialisation, hein, qui va des Ardennes jusqu'à Rodez. On la voit dans la carte électorale. Hein, il faut regarder le deuxième tour de l'élection. Et donc Joseph, lui, très tôt, il a compris que la seule solution dans une industrie qui est une industrie théoriquement très attaquée, hein, notamment par les pays émergents et la Chine, qui est l'industrie la sienne, qui est celle du câble, il fallait qu'il innove le plus vite possible. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé 18 universités françaises pour trouver des brevets, de la propriété intellectuelle, des nouveaux composants chimiques qui allaient lui permettre de, par exemple, devenir compétitif face à l'entreprise qui faisait du Gore-Tex. Et donc, il s'est jeté dans l'innovation. Hein. Ensuite, il a eu quantité de petites idées qui permettaient de rendre son usine, de maintenir la compétitivité du site français par rapport à des sites étrangers. Il a aussi eu le courage de prendre des décisions de ne pas délocaliser, hein, et de prouver qu'on pouvait faire un câble de haute sécurité, par exemple pour les lanceurs Ariane, à Montmirail. Ensuite, pour recruter des jeunes, comment on fait pour recruter des jeunes à Montmirail, hein? Et donc, il les prend comme apprentis. Il a lui-même un petit parc immobilier pour pouvoir les loger. Il s'occupe d'eux, tapis rouge. C'est pas un peu aussi un peu le retour du paternalisme, ça, ce que vous... C'est justement, vous voyez, c'est important que vous disiez ça, parce que tous ces mots nous ont fait mal. Ouais. En fait, tous ces mots qui sont des mots... Il faut qu'on désapprenne. Marxistes, hérités d'un passé révolu, nous ont fait mal. Ça a permis de stigmatiser des gens qui étaient juste exceptionnels. Aujourd'hui, Montmirail vit. Les 3 chauffeurs de taxi de Montmirail, ils ont du boulot parce que Axon Cable est toujours là. Axon Cable, entre-temps, a énormément cru. Hein. Donc voilà des histoires qui sont extraordinaires. Et le patron d'Axon Cable est devenu le patron du pôle de compétitivité Materialia. Il travaille de plus en plus avec des startups. Voilà l'histoire fondamentale de base. Il y en a d'autres. Hein. Vous prenez Émile Alamand à Cluse, une entreprise qui s'appelle Savoie, qui est en train de se réinventer complètement parce qu'il faut qu'elle sorte de l'automobile qui est devenue trop dangereuse comme secteur. Et il commercialisera à partir de janvier un vélo fabriqué 100% français, y compris les composants. Il a réussi, par l'intelligence collective du tissu local de toutes les ETI industrielles de la Savoie, de la vallée de l'Arve, et en travaillant avec des startups qui sont dans plusieurs universités françaises, à fabriquer un vélo électrique 100% français. Oui, et c'est des gars qui non seulement ils se bougent, ils ont une acte d'enfer, mais c'est le sel de l'artisanat industriel qui a fait la gloire de l'industrie française. Ils sont toujours là.
Ils ne sont pas morts. Hein. Et c'est à partir de là que la BPI reconstruit. Alors 10 ans pour enrayer la désindustrialisation. Est-ce que vous avez envie d'en reprendre pour 10 ans pour réussir la réindustrialisation? Mais les auditeurs ne savent pas que je t'ai posé la même question à toi tout à l'heure. Mais moi, à la tribune, je peux y rester 10 ans, il n'y a aucun problème. Moi, c'est pareil. Très bien. Alors, 10 ans de plus pour réindustrialiser la France. À BPI France et à la tribune ou ailleurs, quoi qu'il arrive, c'est le combat certainement des années 2020 et c'est un beau combat. Oui. Achetez bien sûr et lisez le livre de Nicolas Dufourcq, La désindustrialisation de la France, chez Odile Jacob. Merci d'être passé nous voir, Nicolas. Merci beaucoup.